L'engagement de la femme, c'est d'éduquer les hommes, parce que c'est les femmes qui éduquent les hommes. Et si les hommes aujourd'hui sont comme ça, c'est en grande partie parce que les femmes les ont éduqués comme ça. Alors, moi, je vous invite, si vous ne connaissez pas, par exemple, Camille Lacoste du Jardin, qui a écrit un bouquin merveilleux qui s'appelle Des mères contre des femmes, qui l'explique très bien. Voilà. Je voulais aussi dire que dans ce film, je suis restée sur ma faim. Vous démarrez sur le monde berbère, sur Tachikrit, sur un sujet qui me tient à cœur. Vous avez démarré en parlant, en disant que ça fait 30 ans, toutes ces générations que vous retrouvez à peu près en Afrique du Nord, c'est le résultat du pouvoir. Moi, je dirais qu'au Maroc, par rapport... Le résultat du pouvoir, c'est le résultat de l'ignorance, la construction de l'ignorance. Oui, alors, effectivement, par rapport aux Berbères, parce qui m'intéressait, je pense que le Maroc, c'est un pays, même si ça a été difficile pour l'instauration du berbère, vous avez effleuré le sujet. C'est ça qui m'a... En fait, c'est ça qui me frustre. Il y a plein de choses et les sujets sont effleurés, en fait. Aujourd'hui, il y a l'officialisation du Tamazight au Maroc. On ne va pas dire que ça fonctionne bien. Ça fonctionne mieux qu'ailleurs. Ça fonctionne mieux qu'en Algérie, d'ailleurs, oui, parce que c'est un grand échec en Algérie. Mais en tout cas, au Maroc, la mère, je pense que la mère, c'est pas pour rien, la mère du roi est berbère, il me semble. La mère de Mohamed VI est berbère. C'est lui aussi qui a mis en place l'IRCAM, l'Institut. Oh oui. C'est lui qui a mis en place l'Institut royal du Maroc, Tamazight. Voilà. Donc il y a des choses aussi. Tout n'est pas noir. La polygamie est interdite au Maroc. C'est pas le cas en Algérie. C'est pas le cas en... Voilà. Donc il y a des choses. Moi j'aime bien quand je vais voir un film qui est aussi un peu d'espoir. Voilà. Mais si vous voyez pas d'espoir dans le film, madame. Ah mais c'est compliqué partout, vous l'avez si bien dit, c'est pas compliqué qu'au Maroc, et je crois pas avoir dit que tout était noir au Maroc, au contraire. Je dis qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des gens qui se battent, et que, oui, effectivement, c'est difficile, c'est compliqué, et surtout, Razia n'est pas un film, voilà, qui s'arrête au contour des frontières du Maroc. Bon, je l'ai dit aussi tout à l'heure, les choses font écho et résonnent bien au-delà des frontières du Maroc. Maintenant, c'est vrai que si vous vous attendiez à voir un film sur la côte Tamazight, on n'y est pas, parce que c'est pas du tout le sujet du film. D'ailleurs, c'est pas un des sujets non plus du film. C'est pas non plus un des sujets du film. Non, mais il faut qu'on s'entende là-dessus. C'est un film sur... C'est un film sur... Voilà. Mais... Très bien. Bah, merci, ça m'honore, ça me flatte, merci. C'est un film sur la liberté, sur le désir de liberté qui montre des êtres, chacun dans leur sang, dans leur chair, qui veulent, voilà, vivre comme ils l'entendent, tout simplement. Et dedans, oui, il y a des Amazirs, il y a un juif, il y a des musulmans, il y a ce qu'est la pyramide culturelle du Maroc. Et en ça, vous avez tout à fait raison, madame, effectivement, par rapport à d'autres pays où la diversité culturelle est morte née, au Maroc, qui est en Afrique le pays où il y a la plus grande diversité culturelle avec le Congo-Kinshasa, il y a 2 pays en Afrique qui ont autant de diversité, ben, même si c'est dur, même si on est passé de 300 000 juifs à 2000 juifs, même si l'amazir, comme vous dites, ça a été mis en place, c'est un peu difficile, machin, on a ça dans l'ADN. Après, il ne suffit pas de l'avoir dans notre ADN, il faut que ça vive. Et ça, c'est différent. Mais ça, c'est un autre film. Alors, je réponds rapidement. Pourquoi Razia? Parce que Razia, une Razia, évidemment, vous savez ce que ça veut dire. Pour moi, ça a aussi un sens un peu symbolique, le fait de venir dans le territoire de quelqu'un d'autre et de prendre ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Je pense que c'est pas sans conséquence. Je pense qu'un jour ou l'autre, on va venir et on va vous le réclamer. La personne à qui vous l'avez pris va vous le réclamer. Bonsoir, merci de nous donner la parole. Je voulais juste avoir votre avis, vous qui vivez au Maroc. Vous avez parlé tout à l'heure que Mohamed VI était un moderniste, certainement plus moderniste que son père. Est-ce que vous ne pensez pas que malheureusement ce modernisme est un petit peu responsable de cette montée de l'islamisation de la société marocaine? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur? Malheureusement, le fait d'avoir permis comment dire, à d'autres voies politiques de s'exprimer, est-ce qu'il n'a pas malheureusement permis cette perte d'ouverture d'esprit, quoi? Non mais s'il faut vivre en dictature... Ah non, j'ai pas dit que c'était bien, je voulais juste savoir si
si vous pensez qu'il y a malheureusement, c'est le, comment dire, le revers de la médaille. Non, pour moi, c'est pas ça le problème. Moi, je pense que quand il est arrivé sur le trône en 99, il avait vraiment envie de faire bouger les lignes. Et d'ailleurs, une des principales réformes qu'il a fait passer au début de son règne, c'est le code de la Moudawana. Le code de la Moudawana, c'est le code de statut de la famille. Pas que la femme, la famille. Et dans lequel il donne à la femme des droits bien plus importants que celles qu'elle avait avant. Voilà. Donc, oui, mais on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais quand même, il y a une volonté. Et il n'y a pas que ça. Mais après, derrière, c'est vrai que quand on a une opinion publique et des mentalités qui sont rétives à ça, et à ce qui tend vers l'égalité, vers la parité, à cause de l'ignorance. Ce que je disais à la dame à l'instant, c'est vraiment, c'est l'échec de l'école publique. C'est ça. Et là, on est au cœur du réacteur. Vraiment. L'éducation, mais oui. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est mes profs à l'école. C'est mes éducateurs sociaux de la MJC de Sarcelles, du Forum des Chalets. C'est eux qui m'ont ouvert des fenêtres sur le monde. C'est eux qui font que je suis réalisateur aujourd'hui. C'est là où j'ai vu mes premiers films de Chaplin, Eisenstein. C'est là où j'ai appris les claquettes. C'est là où j'ai appris la chorale. C'est là où j'allais à la médiathèque. Je m'asseyais par terre pendant des heures, lire des bouquins, des BD, des machins, tout ça. Quand on n'a pas ça avec l'école, et si et voilà, et que ces gens, ce lien, ces héros des temps modernes qui sont les instituteurs sont coupés dans ce besoin, cette envie de transmission. Bon, voilà, après, à un moment, ça fait une génération. Et en plus, à l'époque, en 80, on retire la philo et la socio du programme. Toutes les humanités, tout l'esprit critique. Voilà, donc c'est pas le roi. Le roi, il arrive avec des vraies envies, un vrai désir de faire changer le pays. Et il a fait des choses, et il continue à faire des choses. Mais c'est derrière que, voilà, l'opinion est réfractaire. Pardon? Ben, des ministres de l'Éducation nationale qui sont succédés les uns à la suite des autres. Mais l'éducation nationale, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est un mammouth, c'est à bouger, c'est un truc de fou. Même ici, vous imaginez, chaque fois qu'il y a un ministre qui arrive, il fait une réforme, puis une contre. Mais les bases sont là, les fondamentaux sont là. Mais c'était de l'incompétence ou il y avait un objectif politique précis? Alors ça, c'est une bonne question. Ah, je ne vais pas dire par là qu'il n'y a plus de bonne question. Est-ce que c'était de l'incompétence ou est-ce qu'il y avait un objectif politique précis? La volonté, à la base de cette réforme, d'abord, il faut savoir que la réforme du système éducatif a commencé au lendemain de l'indépendance, début des années 60. Elle s'est prolongée par paliers jusqu'au début des années 80. Et début des années 80, il y a cette grande réforme d'arabisation, mais à marche forcée, accélérée. On passe à un autre stade. Commune, encore une fois, aux 3 pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. C'est pas que le Maroc. Et là, il y a une volonté qui est somme toute assez salutaire, cohérente, de vouloir se réapproprier son identité. On sort d'un protectorat français qui a duré, alors selon les pays, 40 ans, 100 ans, 30 ans, en fonction des pays du Maghreb. Et on se dit, le français n'est pas notre langue, on va se réapproprier l'arabe. Sauf que, pour les Marocains et ceux qui parlent arabe dans la salle, il n'y a pas un arabe. Il y a l'arabe classique, l'arabe qu'on appelle l'arabe littéraire, et puis il y a... Moi, j'appelle pas ça des dialectes. Moi, j'appelle ça une langue. Il y a, pour moi, le marocain, l'arabe marocain, c'est une langue. On appelle ça, en arabe, en marocain, ça Dalija, moi j'appelle ça l'oral maghribia, ça veut dire la langue marocaine. Et pour moi, il y a le tunisien, il y a l'algérien, etc., etc. Comme l'amazigh, le berbère, a plusieurs langues, en fonction des régions. Bon. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on va se réapproprier notre identité à travers la langue. Sauf que cet arabe est un arabe qu'on ne parle pas dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que les gens, dans la maison, dans leur vie de tous les jours, ils ne parlent pas en arabe classique. Ils parlent en arabe marocain, ou ils parlent en tachlahit, en taléfit, en tamazight, enfin un des dialectes berbères.
voyez,